Je commence peut-être avec vous, Madame Michaud-Gigon. On a vu, c'est un domaine extrêmement technique. Je suis convaincu, même si beaucoup de gens ici présents savent de quoi il s'agit, il y en a beaucoup d'autres qui continuent à penser que c'est un domaine extrêmement complexe à comprendre. Vous qui représentez les consommateurs, dans ce cas-là peut-être plus les patients, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on va faire pour infuser ou faire diffuser un peu de santé publique dans ce domaine extrêmement technique. Merci beaucoup. Peut-être en préambule, les questions effectivement qui, à la base, je pense qu'il y a la confiance, et puis les questions qui nous préoccupent, la FRC, effectivement, comme vous l'avez dit aussi, comme représentant des patients ou des consommateurs, c'est vraiment cette question au service de qui on fait de la santé personnalisée ou de la santé prédictive, et puis quelles sont les bases en fait qui sont garanties pour avoir autant la confidentialité que la confiance. Et là, j'aurais envie de faire une petite incartade politique. Le Parlement, ces temps, fait des coups de griffe en fait à la protection des données, que ce soit la loi sur la protection des données dernièrement, ou que ce soit encore aujourd'hui la loi sur l'analyse génétique humaine. Et c'est vrai que si on va dans une direction, comme semble prendre le Parlement justement, de moins de protection, ou de moins de sécurité pour ces données, de moins de maîtrise finalement des données pour le consommateur ou le patient, ça va forcément être un grand obstacle pour aller dans le sens d'une médecine personnalisée ou prédictive. Le sondage dernièrement sur les biobanques montrait très clairement que la confidentialité de mes données ne pourrait pas être respectée, était très très haut dans les inquiétudes des gens. Et le deuxième point qui était également très haut, alors là on est vraiment sur la confiance, c'est je ne fais pas confiance aux compagnies pharmaceutiques et je ne fais pas confiance du fait que les traitements qui seraient développés ne seraient pas justement surtaxés. Voilà, donc on est vraiment dans cette problématique de la confiance et de la confidentialité dans le cas des biobanques et dans le cas aussi justement de la santé personnalisée. Peut-être du point de vue de la FRC, on trouve que c'est vraiment positif de parler de santé plutôt qu'effectivement de maladie. Mais maintenant, les grandes questions qui ont déjà été abordées dans les présentations, c'est qui pour financer effectivement ce nouveau système? Et puis, quelle est la coopération qu'on envisage, quelle est la gouvernance qu'on envisage avec les patients? Donc, quel mode participatif le corps médical et la recherche va pouvoir mettre en place? La FRC, en tout cas, souhaiterait aider dans un sens justement d'une gouvernance plus participative. Et lorsqu'on parle biobanque, nous, on parlerait biobanque coopérative. Je pense que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui sont impliquées dans les biobanques. Et puis, peut-être encore le dernier point qui est effectivement, outre la question justement des biobanques coopératives, c'est aussi la question à qui appartiennent ensuite justement ces données, là derrière, et la valeur de ces données. Donc voilà, c'est un petit peu des éléments jetés comme ça, je pense qu'après dans la discussion, on sera fini. Je pense qu'on peut faire répondre le panel sur l'aspect politique. Alors on n'a pas de représentant du Parlement, mais on a le lien entre le Parlement et le monde médical, en la présence de Karim Boubaker. En préparant ce débat, vous me disiez, vous, que vous craigniez une sorte de glissement vers une sorte d'égoïsme sociétal. Ça rejoint un petit peu ce que disait Madame Michaud-Gigon. Qu'est-ce que vous entendiez par là, en parlant de la santé personnalisée, bien sûr? Alors oui, d'abord merci de nous donner l'opportunité. C'est vrai que je représente ici les autorités, j'aimerais le dire. C'est important pour nous d'avoir ce débat. J'ai énormément apprécié la conférence de Samia parce que je pense que quand je parlais tout à l'heure d'égoïsme sociétal ou autre, je pense qu'il est représenté par ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'on doit faire à l'heure actuelle très attention à ces questions, je dirais, d'accès aux données, par qui et comment et à quel moment
moment. On doit accompagner le mouvement. Nous, en tant qu'autorité, on n'est pas là pour bloquer le système. Au contraire, on participe. J'ai eu le plaisir de voir sur les diapositives que les questionnements aussi bien d'un scientifique que dans le cadre de la petite présentation sont des questionnements qui nous concernent nous aussi en tant que décideurs publics par rapport au financement, par rapport au droit d'accès, par rapport on a parlé du secret médical. Je rappelle que le secret, on en est défenseur, il appartient aux patients, mais il y a un certain nombre de possibilités, par exemple dans le canton de Vaud par le Conseil de santé de le lever, et c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à ces questions importantes qui ont été mentionnées par Didier, je veux dire une personne chez qui on met en évidence un gène muté pour une maladie qui peut avoir un impact sur sa fratrie, ces questions sont déjà chez nous. Faut-il ou non lever du secret le médecin pour parler à la fratrie en sachant que la fratrie ne se parle pas ou qu'il y a même un conflit dans le cadre de la fratrie, etc. Donc oui, il y a des liens à faire, entre les différents partenaires et je pense que du côté, du politique, il y a une sensibilité à avoir par rapport à ces questions pour essayer d'éviter que finalement moi, en tant qu'individu, je puisse décider sur l'autre. C'est vraiment pour moi la société, c'est pas ça. Voilà, la société, c'est autre chose. C'est un travail collectif. C'est une famille. C'est un groupe, mais c'est pas un individu qui décide tout seul. Voilà. J'aimerais passer la parole à Xavier Comtesse maintenant. Vous avez écrit ce livre que personnellement j'ai pas lu, mais j'ai lu les résumés. On en a parlé aussi. Mais en gros, vous me disiez, il y a deux axes. On les a vus. C'est l'ADN d'un côté. Le big data de l'autre, et que l'ADN était déjà presque un peu dépassé, que les gros défis c'était vraiment autour des big data. Et là on parle, ça a été mentionné, des GAFAM, donc Google, Apple, etc., qui collectent ces données. C'est pas exactement ma pensée. La première chose que je veux dire... Attendez, je vous pose ma question quand même. Au-delà de ça, on a, et ça a été dit aussi, on a l'impression que quelque chose nous dépasse, que c'est beaucoup plus grand que nous. Alors, ma question elle est simple, comment reprendre le contrôle finalement ? C'est foutu. Non, la première chose, il faudrait parler de médecine de précision. Ce débat a déjà eu lieu aux États-Unis entre médecine personnalisée, prédictive ou de précision. On a fini aux États-Unis pour choisir médecine de précision pour une raison très simple. C'est que, est-ce que la médecine qui précédait, elle n'était pas personnelle? Come on. Elle était déjà personnalisée, bien sûr. Donc, il y a confusion dans les termes. Il faudrait plutôt parler de médecine de précision qui est plus proche de ce qu'on va faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les gènes, sur les datas, il y a donc deux approches, vous avez bien compris, celle qui concerne les données et celle qui concerne l'ADN. Alors, celle des données, elle est plus rapidement applicable. C'est pour ça que je disais il y a une priorité là-dessus. Parce que celle sur l'ADN et l'ARN et tout ça, c'est plus compliqué. Et ça nous prendra plus de temps parce que les choix et les possibilités, comme on l'a vu, sont beaucoup plus nombreuses. Donc, dans la médecine de précision, celle qui viendra tout de suite, c'est celle des big data. Et elle ne viendra pas par le secteur. Parce que tout à l'heure, le professeur a dit oui, il faut se méfier des GAFA. Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut faire une place aux GAFA. Ils sont déjà là. Et donc, le système santé ne peut pas faire l'impasse des GAFA. Ils sont déjà dedans. Donc la question, ce n'est pas de se dire, est-ce qu'on les sort? C'est la même question avec Uber. Est-ce qu'on les sort ou est-ce qu'on fait une loi pour les intégrer? C'est ça la question réelle. Et si on ne les intègre pas, ils le font quand même. Voyez. Donc, de toute façon, le problème, ils sont là. Et ils sont méchamment là, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur les big data. Donc, la question pour nous, et pour vous, je pense, et les autorités, c'est quelle place on leur donne, pas les foutre dehors. La deuxième chose, et la dernière sur les données, parce qu'il y a toujours en Europe une discussion qui n'existe ni aux États-Unis vraiment comme ça, et pas du tout en Chine, celle de la protection des données. Alors, nous, on veut protéger des données qu'on n'a même pas encore. Vous voyez, le dossier médical, c'est vraiment une merde totale. On n'a pas le même à Genève, ni à Lausanne, on n'a pas le même dans tout le canton de Vaud, c'est pas interopérable. Enfin bref, c'est un merdier total, et on est déjà en train de se dire, mais comment est-ce qu'on va protéger quelque chose qu'on n'a même pas? Oui. Et la plupart des données, on ne les aura jamais, puisqu'elles seront chez les GAFA. Donc, vous voyez, il y a un truc qui est complètement siphonné là-dedans. Et je vous rappelle simplement une chose, c'est que c'est une parenthèse de l'histoire qui nous arrive en ce moment. Parce qu'il y a 150 ans, vous étiez à Evelène et que vous aviez le malheur ou le bonheur d'embrasser votre voisine, vous étiez obligé de l'épouser.
tout se savait sur tout le monde. Nous venons d'une société où tout le monde savait tout sur tout le monde. Il y a seulement 150 ans qu'on est entré dans cette espèce de silence. Silence qui a créé la solitude, une merde totale. Vous voyez ? Il ne faut pas oublier que quand on avait du lien social, on savait tout sur tout le monde. Voilà. On valait, vous aviez... Donc tout pour être connu. Samia, vous disiez, il faut protéger, puisqu'on n'a pas envie d'apprendre à faire de l'unicycle devant tout le monde, quelque part. Il y a ces deux théories. Il y a de ceux qui disent, effectivement, publions tout, même le génome, sur notre carte d'identité. C'est pas là qu'il faut agir, c'est plutôt en régulant en aval l'utilisation qui est faite de ces données par des lois, par exemple. Alors, il y a deux choses. J'ai déjà un micro, merci. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on pensait savoir tout sur tout le monde. On le sait parce qu'il y a beaucoup de petites sociétés, de petits groupes, et on a l'impression de savoir tout sur tout le monde, mais quand on va y regarder de plus près, en fait, c'est rarement vrai. Et même dans ces petites sociétés où il y a beaucoup de liens, où les gens savent effectivement beaucoup de choses sur beaucoup de gens, et il y a des endroits où il est considéré comme impoli de fermer vos rideaux lorsque vous êtes au niveau de la rue, parce que c'est comme si vous vouliez cacher quelque chose à vos voisins, il y a quand même encore des choses que vos voisins ne sachent pas, parce que vous faites en sorte que vos voisins ne sachent pas tout. Même si vous allez bien vous garder de le leur dire, raison pour laquelle ils pensent qu'ils savent tout sur vous. Ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant, la permanence de ce souci, avec tous les variants culturels, tous les variants structurels, toutes les organisations différentes, qu'on soit dans une grande ville où on peut se plaindre de l'anonymat ou dans une petite communauté dans laquelle on peut peut-être trouver opprimant d'être trop les uns sur les autres. Il y a toujours un certain souci de la confidentialité. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le fait qu'elle soit fragile. Elle est toujours fragile. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'elle soit peut-être abolie. Ça, c'est quand même quelque chose de différent. Le fait que ce degré de contrôle qu'on a pour que notre voisin ne sache peut-être pas vraiment tout sur nous, même s'il en garde l'illusion, que ça puisse disparaître. Alors ensuite, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on vit comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait. On n'a pas d'expérience, on n'a pas de traces historiques d'une culture qui est vécue comme ça. Il y a toutes sortes de problèmes et de solutions encore inexistantes, probablement, qui seraient alors à inventer. Ou alors, on trouve un moyen de protéger quelque chose de l'ordre de ce que mon voisin ne sait pas sur moi, même s'il pense qu'il le sait. Ou alors, effectivement, et j'en viens au deuxième point comme ça, ou alors, effectivement, on met une croix sur la confidentialité, mais alors on protège autrement ce qu'elle protégeait avant. Voilà, ça c'est une autre chose. On peut se dire finalement à quoi ça nous sert. Ça nous sert à protéger notre réputation, à nous donner un certain degré de contrôle. Ça nous sert aussi à permettre des liens. Il y a déjà des personnes maintenant qui se plaignent que quand ils rencontrent quelqu'un, à force de tout savoir sur eux sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à se dire. Et le genre de conversation qu'on a pour créer du lien, où on se confie des choses, devient beaucoup plus difficile. J'ai des enfants qui m'ont exprimé des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire autrement qu'avec la confidentialité, ce que la confidentialité permettait? Et là, on se trouve à quelque chose qui est vraiment le cœur des problèmes qu'on devrait mieux associer aux enjeux éthiques des technologies. On pense beaucoup aux questions qui sont du fine-tuning, de l'exactitude de l'outil. On se demande si l'outil hors sol présente des problèmes éthiques. C'est très rarement de ça qu'il s'agit, en fait. On sait très bien affiner des outils. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on déploie l'outil? Qu'est-ce qui se passe quand on le met en pratique dans un contexte social donné? Comment est-ce qu'on peut faire, peut-être, pour agir non pas seulement sur l'outil lui-même, mais sur le contexte dans lequel il va se déployer? Et c'est là qu'effectivement, il faut parler des règles antidiscrimination, des lois qu'on se donne pour l'usage qu'on a le droit de faire des données qu'on a. Ça, ce n'est pas une question de comment est-ce qu'on règle la banque de données. C'est une question de comment on règle l'environnement dans lequel elle va se déployer pour éviter les torts qu'on pourrait craindre. Ça, c'est une grosse question. Alors justement, sur le point de la régulation, vous me tendez le bel perche, il y a un document qui va être publié au mois de mai, je crois, européen. On parlait de la question de savoir qui devrait réguler les GAFAM. Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que c'est intergouvernemental? Donc ce document au mois de mai, qui s'appelle GDPR, j'ai un blanc maintenant, mais je crois que c'est pour General Data Protection. Aidez-moi. Il manque le R. Voilà. Regulation pour le R, merci. Samia, vous disiez, comment est-ce qu'on va l'implémenter finalement? On n'a pas de données encore, mais on a déjà le document pour protéger ces données qui est assez restrictif, qui est assez strict. Comment est-ce qu'on va faire? Alors moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense que la manière dont on doit poser la question n'est pas seulement celle-là. Ce n'est pas comment est-ce qu'on va réguler les données, mais aussi comment est-ce qu'on va réguler leur usage
lorsqu'elles ne sont pas suffisamment bien protégées pour que ça évite les torts qu'on veut éviter. On doit réfléchir en termes du genre de risque qu'on veut éviter, et le seul moyen ne peut pas être de garder le verrou sur les données, parce qu'effectivement, on sait que nos outils sont faillibles, tous nos outils sont faillibles. Même si on pouvait s'imaginer une régulation parfaite, ce qui n'est sans doute pas le cas aujourd'hui, on devrait s'imaginer qu'il y a des cas où elle ne va pas fonctionner. Et donc il faut qu'on réfléchisse aussi en termes du droit qu'on a d'en faire usage. Dans quel genre d'usage on a le droit d'en faire. Il y a des exemples banals, on a déjà des tas d'outils qui sont autorisés, mais dont on peut faire des usages problématiques. Chez moi, j'ai toute une série de couteaux de cuisine, par exemple. Je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un avec. Je pourrais en théorie, mais je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un avec. On n'a pas interdit le couteau de cuisine, on a interdit un de ses usages. C'est quelque chose qu'on peut aussi employer pour ce genre de technologie-là, mais alors là, les garde-fous restent à inventer largement. Didier, après je vous passe la parole. Didier, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous qui brassez, utilisez des données dans vos recherches, comment est-ce que vous allez procéder ? Bon, moi, je pars du principe que toute donnée peut, à un moment donné, que ce soit volontairement ou involontairement, aboutir dans le domaine public. La NSA, si elle le veut, c'est exactement ce que je fais maintenant, où, comment et avec qui. Donc je crois qu'il faut, comme le disait Samia, se prémunir des conséquences potentiellement délétères de la publicisation de ces données et partir du principe de nouveau qu'il est vraisemblable qu'une fois ou l'autre, on n'en aura pas le contrôle. Et quand je parlais des GAFA et autres, c'était pas pour dire qu'il faut les sortir du jeu, parce qu'elles y sont, mais c'est plutôt pour les placer, elles, comme toutes les autres entreprises, ou le secteur public qui pourrait générer ou utiliser ces données, les passer dans un cadre légal dont nous décidons sur la base de nos valeurs éthiques du moment. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Michaud-Gigon ? Par rapport justement à ce que je disais avant sur l'analyse, la loi sur l'analyse génétique humaine, en fait, je pense que le corps médical et les acteurs de la santé devraient se mobiliser aussi par rapport à ce qui risque de se passer là. Parce que c'est vrai que si vous avez des assureurs privés qui peuvent avoir accès à des tests génétiques, ben les gens ne voudront plus faire ces tests génétiques. Donc c'est évident que pour la recherche, ça va faire un coup de frein énorme. Pour le travail, pour le travail médical et le travail de recherche. D'où je pense l'importance aussi de faire cet appel-là. Et après, toujours dans la protection des données, je suis effectivement pas tout à fait du même avis que Xavier Comtesse. C'est vrai que là, actuellement, les journalistes appellent pour Swisscom. Donc on sait qu'il y a 800 000 données qui sont parties dans la nature. Et concrètement, c'est notamment la date de naissance des gens. La date de naissance des gens, ça veut dire ensuite que vous pouvez exactement cibler les arnaques sur une tranche de population qui est en général très soumise aux arnaques, et c'est ce qu'on voit à la permanence de la FRC, en tout cas quotidiennement. Donc c'est pas non plus ce qui paraît anodin, c'est pas en fait si anodin que ça. Ça a des conséquences ensuite qui peuvent dans le domaine de la santé être encore plus importantes justement en termes de discrimination ou d'abus. Donc, à mon avis, sans ces garde-fous et sans l'explication, surtout aux gens, l'explication de ce qu'on veut faire, de comment c'est protégé, de comment c'est maîtrisé, et puis de quels sont les objectifs, en fait, aussi de cette livraison de données, alors il n'y aura certainement pas de volonté de contrat et de solidarité dans ce travail-là. Donc, je pense que c'est vraiment la base. Et puis, peut-être encore pour rajouter... on aurait tendance à la FRC à rappeler effectivement que la personne, c'est pas des données sur pattes. Donc c'est des gens qui effectivement possèdent des données, des milliards de données, mais il y a aussi une valeur à ces données. Et si on peut partager un projet, alors la valeur évidemment a aussi du sens pour la personne qui donne ces données, mais il y aura forcément des questions comme est-ce que moi aussi je vais pouvoir bénéficier de ces traitements ? Est-ce que ces traitements, ça va une fois aussi me servir ou pas ? Est-ce que l'accès ensuite il est garanti ou pas ? Donc c'est effectivement, d'où l'importance effectivement de dialoguer avec les patients ou les consommateurs. Non, moi j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur le cœur du débat. On fera ces arbitrages quand il faudra. Je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on va vers une médecine qui sera bien meilleure. Et que pour une fois, il y a deux arguments dans mon livre, c'est qu'elle sera de loin meilleure, parce qu'elle sera en continu, alors qu'on était dans la photographie. Vous voyez, on allait une fois l'an, peut-être faire un check-up, etc. Et là, on entre dans une médecine d'un autre ordre. On passe de la photographie au cinéma. Et donc, ce sera une médecine totalement différente.
qui sera de loin meilleur et qui nous aidera à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire, en gros, la vie éternelle en bonne santé. Voilà, la mission est claire. Oui. La deuxième chose que je pense qu'il est très important à dire aussi, c'est que cette technologie va nous coûter moins cher. Et c'est ça le grand pari, parce que dans le fond, quand on a connu l'informatisation des entreprises dans les années 70, 80, etc., on avait la même situation. Les banques, les assurances, tout le monde, toutes les entreprises s'étaient informatisées et ça coûtait plus cher. Et on a vu les gains en productivité arriver seulement dans les années 90. Ce sera la même chose. On traverse une phase d'élévation des coûts, mais, et c'est ça pourquoi je reproche à la discussion politique en ce moment, la technologie est la solution pour une vie meilleure et moins chère. EasyJet, vous voyez. Samia, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ça. Xavier a mis sur la table ce concept quelque part de patient en puissance. Hein. On est dans le Dr Knock là, de Jules Romain qui dit que toute personne en bonne santé est simplement un malade qui s'ignore. Avec cette médecine prédictive, on pourra voir de quoi on pourrait souffrir dans 30, 50, 60 ans peut-être. Comment est-ce qu'on va faire pour individuellement d'abord vivre avec ça et puis peut-être collectivement aussi? Oui, il y a toute une série de questions là derrière. Tout d'abord, si effectivement on se rend compte qu'on est tous des malades en puissance, peut-être qu'on se rendra compte que ce n'est pas si grave. Si vraiment c'est le lot commun et puis que finalement on ne vit pas si mal comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit en soi, qui doive en soi être un objet de crainte si terrible que cela. En revanche, il y a d'autres risques. Un des risques, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le risque qu'en sachant trop bien, on va jamais vraiment avoir une boule de cristal. On a toujours envie, on a envie un petit peu quand on réfléchit pas très bien, mais on a envie d'avoir la boule de cristal. En fait, on n'en est pas si proche que ça. Mais disons qu'on l'est, ça va être difficile de garder les structures de paiement que nous avons actuellement. Alors c'est clair que si ensuite les coûts de la santé descendent tellement que chacun peut budgéter les moyens de sa propre santé comme on budgète notre nourriture, eh bien le problème disparaît. Mais ça, c'est absolument pas dit que ce soit le cas. Actuellement, c'est largement une loterie finalement. Qui va être malade gravement ou moins gravement, qui va avoir un traitement plus cher ou moins cher à payer. Une partie de cette loterie est génétique, une partie de cette loterie est structurelle. Nous sommes nous-mêmes, les uns les autres, 90% de notre environnement. Et ce n'est pas parce qu'il y a le facteur humain qui se trouve ici que ça veut dire que c'est sous notre contrôle. Au contraire, notre environnement humain est largement pas sous notre contrôle. Donc le fait que ce soit non génétique, mais plutôt environnemental dans le sens humain du terme, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir l'extraire de la loterie, qu'on va pouvoir nous-mêmes décider ça. Alors dans l'hypothèse où il reste cette loterie de qui va avoir un traitement plus ou moins cher, eh bien ça devient ensuite aussi une loterie si je vais pouvoir me le payer moi-même ou non. Et si je le sais à l'avance, alors je vais pouvoir convaincre peut-être seulement d'autres malchanceux qui, comme moi, ont tiré les mauvaises cartes, de m'aider à payer mes soins. Et à ce moment-là, eh bien, ça va me coûter essentiellement la même chose que si je le payais à titre individuel. Vous n'allez pas être d'accord parce que vous pensez que ça va descendre et que le budget sera abordable. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des évidences. Par exemple, la fumée. Tout le monde sait que la fumée va vous donner le cancer. Ça n'arrête pas les fumeurs. Tout le monde sait qu'être en surpoids, c'est très dangereux, etc. Ça ne l'arrête pas. Donc ce que vous venez de dire n'est pas valable, parce que notre histoire montre le contraire. Même si je fume pendant 40 ans, je continue. Donc ça ne veut rien dire. Même si on vous dit je vous préviens ou je vous prédis que vous aurez le cancer du poumon, les gens continuent. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une part de loterie là-dedans. D'ailleurs, vous m'ajoutez de l'eau à mon moulin, parce qu'en fait, le fait qu'on n'arrête pas de fumer pendant 40 ans, en partie, c'est dû à des choix, mais en très petite partie seulement. Si on commence à fumer à l'âge de 13 ans, où personne ne nous laisserait signer une hypothèque ou un contrat de mariage et engager notre responsabilité, si on commence à fumer et qu'on engage donc notre responsabilité avec une substance addictive à l'âge de 13 ans, c'est à peu près la moyenne du début du tabagisme, tout à coup, c'est notre choix libre. On est censé être engagé, on est censé être responsable, alors que ça peut être extraordinairement difficile d'arrêter ensuite à 25 ou 30 ou 40. On n'aurait pas du tout cette attitude si on s'était endetté à 13 ans. On ne considérerait pas qu'on est responsable à cet âge-là. Et pourtant, pour le tabagisme, tout à coup, par magie, on est censé l'être. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas entièrement dans notre contrôle, parfois largement pas dans notre contrôle. C'est difficile d'utiliser ces termes parce que ce n'est pas comme si on était
absolument pas en contrôle. Il y a aussi des gens qui arrivent à arrêter de fumer. Mais on n'est tellement pas en contrôle dans certains cas qu'on ne peut pas dire que c'est simplement le fait qu'on choisit, malgré notre connaissance des risques, de continuer de fumer. Dans beaucoup de cas, c'est quelque chose qui est largement dû aux circonstances dans lesquelles on vit, aux circonstances réglementaires qui ont présidé à notre jeunesse, aux circonstances de vie dans lesquelles on se trouve plus tard également. On sait que, suivant le milieu où on vit, suivant le degré d'éducation, le tabagisme est stratifié. On sait aussi que la possibilité d'arrêter est stratifiée. On sait aussi que lorsque le médecin vous explique pourquoi il faut arrêter de fumer, plus votre niveau d'éducation est proche du sien, plus ça marche. Et donc, si votre niveau d'éducation est loin de celui du médecin, vous avez plus de risques de continuer à fumer. Tout ça, c'est aussi dû à nos circonstances. Et tout ça, on peut le savoir déjà maintenant, voyez. Et déjà maintenant, on a des assureurs qui disent, mais au fond, peut-être que les fumeurs, ils devraient payer plus cher les primes. C'est de leur faute. On a cette idée que c'est sous notre contrôle. Plus on sait de quoi sont faits nos facteurs de risque, plus on a l'impression que c'est sous notre contrôle. Et en plus, ça rejoint une histoire qu'on se raconte beaucoup actuellement, qui est l'idée que la vie est au mérite. Il y a une idée un peu dans l'air ambiant, dans les mythes de notre société, j'utilise mythe ici au sens noble, au sens d'un récit structurant, d'un récit qui nous aide à comprendre le monde, à justifier comment il est. On se raconte que notre vie est au mérite, que notre bonheur, notre santé, notre fortune, notre famille, notre couple, travailler pour ça, c'est au mérite. Et que si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Et l'idée qu'on peut mieux connaître les prédicteurs de la santé, ça se glisse très confortablement dans ce mythe. Le problème, c'est que c'est largement une fable. Le problème, c'est que c'est largement pas vrai. Et que le risque, c'est qu'on moralise la santé, qu'on pénalise les personnes qui sont en fait simplement malchanceuses. Alors je suis d'accord avec une chose qui a été dite tout à l'heure, je suis d'accord que le corps médical et les soignants plus généralement devraient se mobiliser. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls à devoir se mobiliser, mais je ne pense pas que vous ayez dit ça non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui estiment que se mobiliser sur des questions comme ça, c'est sortir de notre rôle. Mais je pense que le jour où le dossier médical devient une forme de casier judiciaire, là, on sera vraiment obligé de sortir de notre rôle et que nous devons nous défendre contre cela. Et nous, ici, ce n'est pas seulement les médecins, c'est tout le monde. Merci. Didier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être qu'en fait, l'addiction au tabac a des bases génétiques. Oui, donc c'est là, possible aussi, bien sûr. Donc on n'y peut vraiment rien. Je crois aussi que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à l'heure actuelle, on comprend et on peut déduire extrêmement peu de la génétique. On comprend à peine 1 à 2% du génome. Quand je dis on comprend quelques trucs à propos d'1 à 2% du génome. Le reste, on n'a jamais creusé, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est seulement en le faisant beaucoup et en corrélant ça avec des observations de l'état de santé des gens, de leur prédisposition à telle ou telle maladie, qu'on comprendra peut-être, on commencera à comprendre un peu quelle haute déduction on doit faire. Et il faut rester modeste, parce que par exemple, les gens qui étudient la levure connaissent le phénomène très bien. Il y a des mutations létales dans la levure, c'est-à-dire des mutations qui devraient tuer la levure. Et en fait, la levure ne meurt pas. Et on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a une autre mutation ailleurs dans le génome qui compense complètement la première mutation. Et on va découvrir ça aussi chez les humains. Il y a quelques dizaines de gènes dont on s'est aperçu qu'il y a des gens qui vivent sans. Ils sont mutés. Ils ne sont juste pas là. Et alors, pourtant, ils avaient l'air essentiels. Donc on a vraiment seulement commencé à gratter. Donc ce serait extrêmement arrogant et prétentieux, voire même mal intentionné si on est une compagnie d'assurance maladie, de dire « Ah, vous avez ça, donc vous êtes promis à ça, ou vous devriez payer ceci ou cela. » Il faut être extrêmement modeste par rapport à ce qu'est l'état de nos connaissances, mais néanmoins, on a l'espoir, dans des cas précis, de pouvoir aider. Il y a par exemple une personne sur 500 qu'on appelle hétérozygote pour un gène qui prédit l'hypercholestérolémie familiale. C'est des taux de cholestérol trop élevés dans le sang. Hétérozygote, ça veut dire qu'il y a une copie normale du gène qui vient du papa ou de la maman, et puis une copie anormale qui vient soit de l'un, soit de l'autre. Cette personne ne va pas avoir de manifestation physique, mais est promise à un infarctus à 50 ans si elle est un homme, à 60 ans si elle est une femme. Si on le sait à la naissance, c'est une personne à laquelle on va pouvoir faire des recommandations diététiques qui éviteront complètement ce risque. Donc là, c'est une situation très particulière, mais on peut déjà voir qu'on peut avoir un impact formidable sur la base d'une connaissance qui est finalement pas très très approfondie, mais qui est déjà salvatrice. Merci. Oui, Xavier. Je suis extrêmement content de pouvoir être content avec le professeur. Pourquoi ? Non, mais d'habitude, j'arrive plus facilement à m'opposer aux gens que d'être d'accord avec eux. Mais ce qu'il vient de dire, je crois qu'on ne l'a pas mesuré et on devrait y apporter de l'enthousiasme. On est au début d'un nouveau chemin et on doit y mettre beaucoup d'enthousiasme et d'énergie et donner de l'argent
à des jeunes chercheurs qui ne le sont plus, etc. etc. Vous voyez ? Il n'y a pas que la salle qui a vieilli, les chercheurs aussi. Mais ce que je trouve bien, c'est ce qu'il vient de dire. Et je crois qu'il faut être attentif à ça. On ne sait pas vraiment où on va. On est loin d'avoir découvert l'Amérique. Et il faut se donner beaucoup d'énergie et de courage. Et arrêtons d'être grincheux avant l'heure. Et je crois que c'est ça qu'il faut donner à notre jeunesse. On ne sait pas, mais on y va. Alors, il y a quelque chose qui rend ça uniquement possible, tout ça sera possible uniquement si, et c'est un aspect sur lequel j'aimerais insister maintenant, les gens acceptent de donner leurs données. Donc c'est la question du consentement, je trouve qu'on est passé un petit peu rapidement là-dessus. On va vous donner du grain à moudre à la discussion, justement, parce qu'un des projets, un des 9 projets choisis par la Fondation Lennart pour cette initiative Santé Perso s'intéresse très précisément à cette question du consentement. Et pour découvrir de quoi ce projet sera fait, je vous propose justement une petite vidéo. Notre projet vise à développer un consentement transparent, partagé et dynamique qui vise à permettre aux citoyens et aux chercheurs de partager leur intérêt commun autour des projets de recherche. C'est un projet sur la gestion du consentement. Le consentement vu d'un citoyen qui participe à la recherche, vu d'un chercheur qui partage ses résultats et ses projets, et donc d'une plateforme qui permet aux citoyens de rencontrer le chercheur et qu'ensemble, ils partagent leur intérêt pour la recherche. Les modèles actuels de consentement nous semblent dépassés. On aimerait s'orienter vers des processus plus dynamiques, à l'image des réseaux sociaux, des processus interactifs. S'agissant du consentement, aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression d'avoir substitué l'appropriation de la donnée à l'appropriation du consentement, avec un monde fait de papier, de signatures sur du papier et de cases à cocher. Et dans le fond, des citoyens, des patients qui se perdent, qui ne savent pas à quoi ils ont consenti, chez qui ils ont consenti, quand ils ont consenti, pourquoi ils ont consenti. C'est une absence absolue de transparence. Dans le cadre de la médecine personnalisée, l'enjeu majeur pour les chercheurs est d'avoir accès aux données. Or, on sait que les patients sont prêts à partager leurs données. Près de 80% d'entre eux sont prêts à soutenir la recherche. Encore faut-il que les chercheurs sachent quelles sont les données qui sont à disposition, quels sont les patients qui sont disposés à participer à la recherche, et que les patients soient en mesure d'exprimer leur consentement et d'exprimer quelles sont les données qu'ils sont prêts à partager. C'est ainsi que nous sommes décidés à construire cette plateforme de rencontre, une sorte de plateforme de mariage qui permet aux chercheurs et aux patients, aux citoyens, de se rencontrer autour de projets communs de recherche. Voilà, et nous avons avec nous l'une des initiatrices de ce projet, Caroline Samer, qui est médecin adjoint au Centre d'information thérapeutique et de médecine personnalisée au Hugues à Genève. Bonjour. C'est le mien? Oui, il fonctionne. Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais rembobiner un peu le film. On a entendu ce soir 3 types de consentement. Consentement général, consentement éclairé. Vous nous parlez de consentement dynamique. Peut-être repréciser de quoi il s'agit. Alors le consentement général, en fait, c'est un modèle de consentement large. Si vous signez un consentement général, vous acceptez que vos données et que vos échantillons, sous certaines conditions, puissent être réutilisés par des chercheurs pour des projets futurs qui ne sont pas encore définis. Donc, quelles sont ces conditions? C'est que ces données et que ces échantillons soient codés. C'est une forme d'anonymisation qui est réversible. Et puis l'autre condition, c'est que les commissions d'éthique aient approuvé ces projets de recherche. Le consentement dynamique, il a le même périmètre que le consentement général,
Mais la grande différence, c'est qu'il est personnalisable et donc personnalisé en tout temps. Vous pouvez le modifier, vous pouvez ajuster vos préférences. Donc il faut le voir comme une plateforme de communication entre vous et les chercheurs. Vous allez pouvoir dire quelles sont vos préférences pour participer ou pas à des projets de recherche. Donc vous allez par exemple pouvoir donner votre consentement en fonction du type de recherche, en fonction du type de données. Puis surtout, vous allez aussi pouvoir dire j'aimerais savoir quand mes données, quand mes échantillons ont été utilisés. J'aimerais aussi savoir quels sont les résultats des recherches auxquelles j'ai participé. Puis inversement, les chercheurs vont, eux, pouvoir faire une documentation sur leur projet de recherche. Et puis spontanément, vous allez pouvoir dire ah, bah, c'est une recherche qui m'intéresse, auquel j'aimerais participer. Alors, on a vu, vous l'avez donné, le chiffre de 80%, le sondage de la FRC et de l'interface Sciences et Sociétés de l'Université de Lausanne, qui vient d'être fait, dont les résultats vont être publiés bientôt, j'imagine, donnant le même chiffre, 80% des gens qui se disent favorables à un don pour la recherche, pour l'utilisation de leurs données pour la recherche. Une chose. L'autre chose, il y a eu l'année passée une esquisse de consentement général en Suisse qui a été soumise à la consultation publique, et il y a eu plusieurs dizaines de remarques, de suggestions, d'améliorations, etc. Donc on voit qu'il y a une sorte de paradoxe. Les gens sont prêts à donner leurs données, mais ce consentement général n'arrive pas à passer la rampe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, bon, première chose, je pense que c'est important de le dire, la population est favorable à la recherche, 80-85%, c'est ce qu'on retrouve dans les différents hôpitaux. Et puis, les patients sont favorables dans les hôpitaux universitaires au consentement général. Ce consentement général, il est en place depuis 2012 au CHUV, donc c'est pas quelque chose de récent, ça fait plus de 5 ans. Et ce qu'on voit dans les 5 hôpitaux universitaires où il est maintenant en place, c'est que le taux d'acceptation il est de 80, 85, 90%. Donc, il y a une opinion favorable. Maintenant, vous faites référence à une consultation qui a eu lieu au printemps 2017 suite à une initiative qui voulait uniformiser ce consentement au niveau suisse. Et c'est là où il y a eu des discussions assez vives. Il y a eu une consultation qui a ramené beaucoup de commentaires. Il y a plus de 60 organisations et institutions qui ont commenté sur ce consentement. Et puis, si tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut une formule uniformisée, quand il s'agit du contenu, là, il y a plus de discussion. Pourquoi ? Il y a 3 raisons principales. D'abord, la loi, elle est assez complexe dans sa granularité. C'est quelque chose qui est pas forcément facile à retranscrire dans un texte de manière simple. On distingue les types de données, les types anonymisation, codage, et puis différents types de consentement. Ensuite, dans chacun des hôpitaux, on n'a pas forcément la même manière de gérer le consentement. Donc ces petites différences font qu'une formule uniformisée est plus complexe. Et puis, comme le disait Samia, il y a des questionnements éthiques autour du consentement général, même si ce consentement, il est décrit dans la loi depuis 2014. Il y a quand même des questions éthiques autour de ça. Première chose, c'est l'autonomie dans ses choix. Si on décide à un temps T, est-ce qu'on se souvient qu'on a signé un consentement ? Est-ce que dans 10 ans, j'ai pas changé d'avis ? Deuxième chose, c'est la révocation du consentement. Comment est-ce qu'on fait pour retirer son consentement ? Et puis, troisième chose, si on découvre des choses de manière fortuite, on parlait de différents tests génétiques, est-ce qu'on doit savoir ? Est-ce qu'on peut ne pas vouloir savoir ? Quelles sont les modalités pour tout ça ? Donc, ce qui montre bien l'importance d'un partenariat fort avec les patients, non seulement les patients, mais aussi les citoyens autour de toutes ces questions. Et puis, c'est justement ce à quoi répond notre projet. En fait, on veut intégrer les patients. Et puis, ce que montre l'expérience avec ce consentement dynamique dans certains pays, notamment au Danemark, c'est qu'on va augmenter en fait l'adhésion des citoyens. On n'a pas 85 ou 90% de patients qui acceptent. On a en fait 99% des patients au Danemark qui acceptent que leurs données et que leurs échantillons soient partagés quand le consentement est dynamique. Merci beaucoup, Madame Samer. Monsieur Boubacar, j'aimerais vous entendre par rapport à cette question de la paperasse et du consentement, donc. C'est vrai que on a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé ces derniers temps. Plein de personnes ont travaillé autour de cette question du consentement en raison de tout ce qui a été évoqué ce soir sur l'accès aux données, sur la possibilité d'accepter ou de refuser. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, ce consentement est une sorte de
porte ouverte, de porte d'entrée dans un système qui a été décrit aujourd'hui comme étant encore assez vague, assez flou, qui va évoluer encore ces prochaines années, qui est assez loin du principe de réalité qu'on vit au quotidien dans le cadre des autorités publiques ou politiques, quand on doit parler de financement, quand on doit parler d'organisation du système de santé. Et c'est vrai qu'on vit un peu un grand écart par rapport à ça. Le consentement tel qu'il est utilisé actuellement au CHUV ou tel qu'il a été proposé en projet par l'Académie suisse des sciences médicales, c'est vrai, ne répond probablement pas à toutes les questions qu'on a posées ce soir ou qu'on peut se poser. Nous, notre job, c'est d'essayer d'accompagner ces réflexions, que ce soit celles au niveau fédéral pour avoir quelque chose de standardisé, ou déjà dans les relations qu'on a avec nos hôpitaux, l'hôpital universitaire qu'est le CHUV, pour essayer, autant que faire se peut, de bien protéger les individus. On n'a pas de solution. Je pense que les ébauches ont été évoquées ici aujourd'hui. Moi, je suis très content que la Fondation Lénart mette en place cette plateforme parce que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette plateforme. J'aimerais que les gens qui sont intéressés par le sujet, j'aimerais que monsieur et madame tout le monde, qui, je ne crois pas, est la majorité des gens qui sont là. J'ai beaucoup d'amis dans cette salle, donc des gens qui sont déjà impliqués dans les réflexions depuis longtemps. Mais il y a toute une partie de la population qu'on ne questionne pas, qu'on questionne peut-être parfois très tardivement dans le cadre de projets de loi au niveau du Parlement. Je rappelle qu'on délègue ça à nos députés, au niveau du Parlement fédéral ou au niveau des parlements cantonaux. Mais disons, cette délégation qui est finalement le sens profond de la démocratie, peut-être qu'aujourd'hui, on doit, je ne veux pas dire la retirer parce qu'on a confiance dans nos parlementaires, mais on doit se l'approprier également. Et je pense que parler de ce consentement général, c'est peut-être être capable de se prononcer sur ce qu'a dit Samia tout à l'heure, sur ce qu'on veut pas, comment on le veut, à quel moment. Et c'est notre rôle d'accompagner ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit certaines difficultés d'essayer simplement d'accompagner ce projet de consentement général au niveau national parce que les personnes impliquées dans la rédaction, dans la validation, dans la réflexion sont toujours à peu près les mêmes. Des gens qui participent à tous les niveaux de la recherche, de la réflexion éthique, etc. Mais il y a très peu de personnes qui seraient issues de la société civile. Et vraiment, c'est ce qui nous manque. Et j'ose le dire encore aujourd'hui, même les associations qui représentent les consommateurs ont déjà un biais quelque part. Et moi, je demande maintenant vraiment, et je remercie la Fondation Lénart, que les gens sur ces sites, sur ces forums et autres, donnent leur avis et qu'on puisse, à travers ces avis... Alors, faisons-le. Je pense qu'il est l'heure d'ouvrir la salle aux questions. Je vous donne la parole tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Moi, il y a une chose qui m'interroge comme clinicien. On n'a pas parlé du tout de la formation des médecins de demain. La médecine est déjà difficile aujourd'hui. Prendre des décisions, c'est difficile. Là, on ajoute un niveau de complexité encore supérieur. Et on voit que, au fond, comment on va préparer les médecins qui définitivement devront prendre des décisions à un moment donné, soit d'informer le patient, soit de décider d'un traitement, en ayant les connaissances suffisantes et le background suffisant pour pouvoir le faire. Et je pense qu'il faut y réfléchir maintenant, parce que former un médecin à ça met 10 ans. Et voilà, j'aimerais bien avoir l'avis un peu du panel sur la formation. Vous avez entièrement raison. Par exemple, il n'y a pas de formation de data scientist en médecine. C'est un peu dommage. Enfin, on passe à côté complètement. Je veux dire, ce qui se développe dans le privé, c'est ce qu'on appelle le digital health, et on n'a pas de formation de data scientist. C'est complètement schizophrénique. Alors, moi, je pense aussi répondre à lui, parce que, en fait, il dit le grand écart. OK, mais où est l'autre jambe? Ici, on est les élites, et alors on se préoccupe des données et tout ça. Mais la population, elle se préoccupe d'une seule chose. Il ne faut pas l'oublier ce soir. Les primes. Point à la ligne. Notre système, il est au bout du bout. Il va se casser la gueule. Eux, ils savent que ça va se casser la gueule. Et nous, on parle, entre nous, gentiment, des données.
Alors, on n'est pas si pessimiste au niveau des autorités qui financent en général, en partie. Hein, vous êtes aussi financeur à travers vos primes, c'est juste. Donc, on n'a pas, de ce côté-là, moi, j'ai pas une immense inquiétude. Je pense qu'on bénéficie, et on a la chance de bénéficier d'un bon niveau de médecine. Pour répondre à Pierre-François Lévrard, je pense que ça ne suffira pas que de former des nouveaux médecins. Ces ouvertures actuelles doivent faire appel à plein d'autres métiers. J'assiste malheureusement depuis mon poste, je rappelle, je suis le médecin cantonal du canton de Vaud, à une sorte d'agonie médicale parce que tu as raison, la médecine, le médecin actuel est le nez dans le guidon pour s'occuper de ses patients la plupart du temps et ne prend pas le temps de se préparer à faire face à ces changements importants. Et dans ce contexte, moi je pense qu'il faut apprendre à s'appuyer sur les autres métiers, sur des métiers peut-être à créer pour essayer de pouvoir faire face. Et seules des équipes compétentes pourront faire face à ces questions un peu sociétales, puis des équipes qui tiennent compte des aspects, comme je l'ai dit, sociétaux, des aspects psychos, des aspects sociaux, etc. Et ça, c'est pour moi la réponse. On doit former les médecins, mais on doit être capable aussi d'avoir d'autres personnes qui travaillent là-dessus. De la même manière qu'un généraliste envoie vers un cardiologue, par exemple. On enverra vers un médecin génomicien. Je crois qu'on n'en verra pas. On prendra en charge ensemble les gens. On va lutter. On travaille avec le CHUV sur cette réponse de type. On était dans un domaine très génétique. On veut maintenant pouvoir répondre de manière plus large. Et nous, on essaie d'aller avec le CHUV pour que cette réponse englobe tous ces métiers. Je pense que le médecin n'est peut-être pas forcément la meilleure personne au départ pour faire face à un patient à qui il faut annoncer un certain nombre de choses. Peut-être qu'il y a d'autres métiers beaucoup plus capables que nous dans ce contexte. Une réaction de Madame Michaud-Gigon. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, que c'est aussi un grand défi, mais c'est pas là où la FRC a la plus grande expertise. Donc là où je vais m'exprimer, c'est plutôt là où on a l'expertise. Vous avez tout à fait raison. Ce qui intéresse en tout cas les gens qui appellent notre permanence, qui nous envoient des mails et qui nous contactent, c'est combien vont coûter encore les primes, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces primes, quel modèle on peut choisir, et puis combien de temps encore ça va durer cette histoire. Donc moi quand j'entends Xavier Comtesse qui dit que ça va coûter moins cher, je dis mais super, mais qu'est-ce qu'il en sait en fait? Donc qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'on va dire nous aux gens qui appellent, voilà, concernant ça. Et puis l'autre point que je trouve alors là aussi important, c'est vrai que l'expertise citoyenne qu'on doit pouvoir amener, c'est pas, là les gens ils appellent pas pour ça à la permanence de la FRC. Par contre, on a commencé à développer justement cette question de l'expertise citoyenne. On aimerait, sous réserve de financement, continuer à la développer. Et là alors, on est bien au-delà de la FRC et de ses organes. On est vraiment sur le terrain avec des gens qui vont pouvoir participer à ces défis-là et puis participer à ce dialogue-là. Donc nous, c'est en tout cas notre intention de développer cette expertise. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, il y a une question là-bas, mais rapidement. Rapidement. D'abord, je pense qu'il a raison. La médecine, elle est drivée, comme on dit, par la data. Alors on ne peut pas dire non, il y aura un spécialiste. C'est pas vrai. Vous êtes le spécialiste. Donc c'est une nouvelle alphabet pour la médecine. Il faut l'apprendre, point. Deuxième chose par rapport à elle, mais bien sûr, le radiologue, il peut regarder ses radios à distance. On a trop de radiologues, trop chers. Et parce qu'on sait aujourd'hui regarder, on ne va pas les foutre à la porte, mais on sait qu'on n'a pas besoin autant et si cher. Et donc, on peut très bien lui faire plusieurs travaux de radiologie à distance. Et donc, on a déjà des réponses, et dans plein de domaines. Simplement, que la technologie aujourd'hui, elle n'est pas vue comme ça, elle a été vue comme un apport historique, c'est comme ça que c'est. Pour améliorer ces choses, on n'a jamais pensé que ça pouvait remplacer les professions, en partie en tout cas. Merci, monsieur. Charles Joie, juriste. J'ai juste une remarque à formuler et puis une question aussi à adresser peut-être à la Fondation Lennart. Au fond, les experts qui se sont adressés à nous ce soir et qui sont devant nous pour la table ronde ont posé certaines questions très importantes et très profondes, notamment celle de savoir comment l'être humain va pouvoir se réapproprier, au fond, le contrôle de son autonomie, s'il le perd.
les réponses qui ont été évoquées, auxquelles je suis assez sensible comme juriste, sont notamment celles du droit, la protection des données. Et pourtant, je suis personnellement convaincu que ça n'est pas la voie à suivre pour trouver des moyens d'aider l'être humain à garder le contrôle sur sa vie. Les projets de la Fondation Lennart sont intéressants, ceux qui ont été décrits ce soir, mais je pense qu'il y a deux choses qui manquent. La première, c'est la culture, et la deuxième, c'est la vulnérabilité. Je veux dire par là que le projet de médecine personnalisée, évidemment, soulève des espoirs importants, éveille des craintes aussi, et nous posons tous la question de savoir comment répondre à cette équation. On sait que la technique, son développement va créer de la discrimination, que ce soit, je sais pas, le diagnostic préimplantatoire ou l'être humain augmenté, on sait que tout ça va créer de la discrimination. Alors face à cette situation, il faut essayer de rechercher ce qui nous réunit. Et je pense que ce qui nous réunit, c'est notre vulnérabilité. C'est donc bien sur les valeurs qu'il faut travailler. Et pour faire passer ces valeurs, rien de tel que la culture. Donc au moment où on se dit comment permettre à l'être humain de rester autonome dans sa vie par rapport à des données qu'il ne contrôle plus, les données sont déjà dans le système, on se dit « Ah, la protection des données va peut-être nous protéger ». Non, je pense que l'être humain doit réfléchir à sa vie, à sa vulnérabilité, parce que c'est la vulnérabilité qui nous réunit tous. Donc, dans les projets qui ont été évoqués ce soir, je pense que nous devrions, par rapport aux projets qui ont été évoqués ce soir, penser à des projets sur la culture, penser à des projets sur les valeurs, sur la vulnérabilité, pas seulement sur la technique et sur le droit. J'ai fait ma thèse en 2002 sur le statut juridique du génome humain, sur le droit de l'être humain, sur son matériel génétique et ses données génétiques. Ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Plus j'y pense, plus je me dis que la solution n'est pas là. Et donc on doit travailler sur les valeurs, et donc on doit travailler sur la culture. Et donc je pense que nous devrions incorporer des projets sur les valeurs et sur la culture. Merci. J'aimerais juste répondre peut-être au nom de la Fondation Lennart. Il y a eu un premier appel à projet qui était très large dans son champ, et nous avons simplement récolté ce que les gens proposaient. On aurait été très heureux d'accueillir un projet de ta part sur ce sujet. Il y aura un second appel à projet probablement d'ici quelques temps, et c'est précisément peut-être qu'il faudra focaliser cet appel à projet sur des thématiques qui n'ont pas été abordées dans le premier. Il y aura deux choses qui vont nous déterminer. C'est d'une part comment les projets actuellement acceptés, ces 9 projets, évoluent, est-ce qu'ils évoluent favorablement, etc. Et puis aussi quels sont les manques qu'il faudrait combler, et peut-être diriger le second appel à projet en fonction de ces manques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici, d'abord derrière et ensuite chez vous. Merci. Je vous remercie beaucoup pour ces présentations. C'était vraiment tout à fait intéressant. J'aime beaucoup la verve de M. Comtesse. Je crois qu'effectivement, il se trompe quand il dit que les coûts de la santé vont baisser. Après 50 ans de pratique de la médecine, on sait qu'on n'a jamais le 100% de résultats, et que lorsqu'on est malade, on souhaiterait 100%. Et c'est le dernier pourcent qui coûte le plus cher. J'aimerais aussi dire que dans le domaine du tabagisme qu'on a évoqué, on a oublié complètement le principe du plaisir, qui est probablement aussi important que la génomique. Et puis finalement, dans le consentement, les grosses différences qui ont été soulignées, c'est le fait que quand on questionne à l'intérieur d'un hôpital universitaire, on questionne des malades, et quand on questionne à l'extérieur, on questionne des bains portants, et ce n'est pas les mêmes personnes. J'étais venu attiré en particulier par le titre, médecine prédictive. En définitive, je me demande si on ne devrait pas le séparer en deux choses. D'une part, une analyse prédictive qui vise à récolter auprès d'un maximum de gens un maximum de données pour en tirer des statistiques valables et des enseignements utiles. Et d'autre part, une thérapie de précision, comme le projet de la Fondation Lennart qui nous a été présenté le prévoit d'ailleurs, c'est-à-dire quelles sont les personnes qu'il faut traiter, avec quels moyens, et surtout quelles sont les personnes qu'il n'est pas nécessaire de traiter. Il me semble qu'il y a deux sujets qui sont compactés dans le même titre, et je souhaiterais peut-être que les réflexions se fassent sur ces deux plans. Jean Spalen, j'aimerais juste poser une question. Il me semble qu'il y a une dichotomie entre l'exposé
magistrale du professeur et les retombées qu'on en fait. Pourquoi? Le professeur nous dit une chose qui est universelle. C'est la science, c'est le développement de la science, c'est dans toutes les régions du globe. Et vous commencez immédiatement de dire qu'est-ce que je dois faire au plan local, au point de vue législatif, etc. Quelles sont les relations que vous avez avec d'autres pays, notamment européens, pour savoir s'il y a une législation européenne ou au-delà une législation? Parce que si on va trop vite, ce sera comme pour le secret bancaire. On nous accusera d'avoir été trop vite, d'avoir fait trop bien, et il faudra tout démanteler. Merci. C'est un rappel à ce principe de réalité dont je parlais tout à l'heure. Moi, je remercie simplement déjà d'être là avec vous et puis de discuter avec mes collègues. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, il y avait les autorités, il y avait les scientifiques et autres. Maintenant, on montre déjà qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas probablement à l'heure actuelle une loi qui va pas être faite dans ce contexte. J'ai ici la vue sur les personnes et je vois des collègues et des amis qui sont députés, qui étaient députés au Grand Conseil vaudois, où il y a dans la salle des conseillers nationaux. Donc ce travail, on le fait maintenant. Alors ça, c'est clair. On s'inquiète de ces questions nationales, internationales, et ça nous permet d'évoluer ensemble. Alors clairement, non, ça fait partie, on parlait tout à l'heure de valeurs, ça fait partie de nos valeurs, clairement. Où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est en avance, en retard par rapport aux autres pays? J'ai entendu l'autre jour dans une réunion plutôt scientifique qui avait lieu à l'EPFL, où on était à peu près ensemble, quelqu'un, à un moment donné, présentait, un vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique, que je connais bien, présentait une cohorte que l'on veut, une étude de cohorte que l'on veut faire en Suisse sur une population. Pour l'instant, on est au stade de projet dans quelques cantons où on va mettre dans cette cohorte de population saine, donc des gens en bonne santé, des personnes qu'on veut suivre sur les années. Alors les chiffres sont petits, je dirais l'ambition pour l'instant est d'essayer de convaincre les politiciens d'investir et de vouloir soutenir cette cohorte populationnelle. Et un des participants, à un moment donné, après la conférence du vice-directeur de l'OFSP, lui a dit en gros, ça sert à rien ce que vous faites parce que ça existe déjà ailleurs, ça a déjà été fait, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les données des autres pour notre propre évaluation de traitement, comme ça a été dit, de traitement de précision ou autre. La réponse d'un haut fonctionnaire de la Confédération, c'était de dire, on est un peu différent, on mange un peu différent, on bouge un peu différent, et puis on a quand même besoin d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, je pense qu'on vit un peu... Voilà, je parlais de grand écart tout à l'heure, on vit cette dichotomie de manière permanente. On a besoin de savoir des choses sur nous-mêmes, on a besoin d'apprendre des autres. Ça, c'est la médecine qui est comme ça depuis très longtemps. Et l'objectif de l'équipe, l'objectif des gens qui travaillent là pour comprendre, c'est d'intégrer tout ça et à aller de l'avant ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois plein. Alors, peut-être Didier, rapidement, puis après on passe à la salle. Non, mais j'aimerais enchaîner sur ce que monsieur a dit, qui est tout à fait juste. Mais je crois qu'il faut quand même, il ne faut pas être toujours en train d'être humble et modeste et de se dire qu'on est nul et que c'est mieux ailleurs. Je pense que la Suisse présente une constellation d'éléments qui sont extrêmement favorables pour l'exploration de ces questions, qui sont des questions universelles. Il n'y a personne qui sait faire ça. C'est tellement nouveau, il n'y a pas d'IACAF, c'est juste de faire. Donc en fait, il faut qu'on invente cela. Et la Suisse s'y prête parce que la Suisse est riche d'abord, ce qui aide. La Suisse est aussi un grémium où on a l'habitude de discuter des questions dans le domaine public. On a l'habitude de voter. On se trompe parfois, évidemment, mais on peut corriger aussi ses erreurs. La Suisse est aussi, ça je l'ai appris parce que je suis suisse, mais je suis venu en Suisse assez tard dans ma vie. Et en fait, la Suisse marche parce qu'en fait, on a compris qu'on pouvait s'entendre sur des choses sans forcément forcer l'autre à être comme nous. Et en fait, cette acceptation des différences, c'est à la fois une difficulté de départ, mais à terme, en fait, c'est un gage de réussite. Donc je pense que la Suisse a énormément d'atouts par rapport à d'autres régions du monde pour poser ces questions et pour les bien poser et pour essayer, en tout cas pour le moment, de les résoudre. Et donc il faut qu'on s'y attelle avec vigueur et enthousiasme. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci infiniment pour les deux exposés qui étaient absolument remarquables. Et puis, sur les défis, simplement, je voulais rappeler quand même qu'en Suisse, quand dans les années 80-90, il y a eu l'épidémie de VIH-Sida, on a été confronté à des questions très semblables sur
par exemple, le risque de mise en cause du contrat social avec cette idée qui était très dominante au début sur le sida mérité et immérité, avec toutes les conséquences que ça avait sur la prise en charge et, par exemple, sur les assurances, sur les possibilités d'avoir un prêt, etc. Et on était plusieurs ici dans la salle à être associés à ces campagnes, à cet épisode, disons, de santé publique en Suisse. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'est-ce qui a fait qu'on est sorti pas trop mal de cette affaire. La première chose, c'est qu'il y avait une volonté politique très claire de ne pas stigmatiser, de ne pas distinguer, de ne pas aller dans la voie du sida mérité et immérité. Ça, c'était une chose. L'autre chose, c'était l'association constante, permanente, vraiment très forte avec les populations concernées. C'est-à-dire que toute la prévention, la lutte, les mesures, elles ont été imaginées avec les populations concernées, les familles, les malades, les populations à risque. Et puis la troisième chose, c'était quand même le grand succès de l'éducation, de la prévention. Vous avez parlé d'empowerment. C'est ça l'empowerment, c'est former, c'est faire de la prévention dans les écoles avec les jeunes. Donc je pense qu'avec ça, on a quand même déjà 3 voies qu'on a empruntées, qu'on a déjà empruntées en Suisse, qui ont montré leur succès. Et je pense que ce sera très important que les personnes qui, à l'heure actuelle, vont s'occuper, vont adresser toutes ces grandes questions, se souviennent de cette expérience nationale. Merci. Je vous fais réagir, mais d'abord, un maximum la parole à la salle, puisque le temps avance. Il y avait une question là-bas derrière. Bonsoir, Gaëlle Sautier. Je voulais intervenir en tant que patiente. Je sors d'un cancer et je voulais revenir sur la question du consentement qui était particulièrement pénible quand on est dans cette situation et devoir signer tous ces papiers pour les opérations, pour les traitements, après qu'ils fassent une liste de tous les effets secondaires qui est interminable. Et du coup, je me réjouis qu'il y ait un groupe de recherche là-dessus, mais c'est vrai qu'à part signer une feuille, je ne me serais pas sentie capable de répondre à d'autres questions et à passer plus de temps là-dessus que ce qu'ils n'en font en ce moment. Donc je pense que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'on peut poser la question à Madame Samer. Est-ce que votre projet va faciliter ça quelque part ? Alors oui, puisque vous aurez une plateforme qui vous donnera des informations détaillées sur ce qu'est le consentement, et puis vous aurez un retour sur quels échantillons, quelles données ont été utilisées. Est-ce que quelqu'un veut... Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, Madame Michaud-Gigon ? Non ? J'ai déjà un micro. Je vous remercie pour vos commentaires. C'est très important, effectivement, aussi de se rappeler de tout ce que les professionnels ont appris auprès des patients lors de cette période où l'enjeu, effectivement, était le VIH. Et ça, vraiment, c'est un argument très fort pour revenir avec ce genre de modèle où c'est un véritable partage, où il ne s'agit pas seulement de donner des informations sous une forme compréhensible, où on prêche un peu, ni même d'avoir des questions précises auxquelles on veut avoir les réponses, mais de vraiment laisser les participants qui sont non experts participer à définir les questions importantes et pointer les choses qui sont manquées par les professionnels. Là, je pense qu'on a vraiment des exemples très concrets dans plusieurs domaines. Le mien en fait partie. On a appris des choses sous l'angle éthique auprès des patients du HIV. Mes ancêtres l'ont fait, mes prédécesseurs. Et c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc, il ne faut pas oublier cette expérience, c'est vrai. Non, je voulais juste m'inscrire en faux parce qu'on n'est pas les seuls. Dans les autres pays, ça s'est aussi passé comme ça. Et à la fin, c'est la trithérapie. On a eu une solution médicale. Mais peut-être que vous, quand vous dites nous, c'est la Suisse. Moi, ce n'était pas ça que je voulais dire tout à l'heure. J'aurais juste voulu réagir à une chose que Madame a dite, si je peux. Une des choses qui peut faire partie d'un projet comme le consentement dynamique, c'est aussi le fait de baisser l'enjeu initial. Une des difficultés du consentement actuel, c'est que c'est une fois pour toutes. Donc, on doit vraiment faire toute la réflexion sur le moment. L'idée que ce soit un processus plus long, eh bien, ça veut dire que ça devient plus facile de modifier son avis plus tard. L'enjeu du départ devient moindre. On peut espérer qu'il devienne moins lourd.
on peut aussi espérer, et c'est un des buts en tout cas, que la plateforme soit plus facile d'usage que les papiers actuels, effectivement. Il y avait une question là-bas et ensuite ici. Oui, monsieur, derrière. À vous. Alors, monsieur. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la tranche d'âge réellement concernée par le sujet du débat ne soit pas présente dans la salle? Moi, j'aimerais faire un commentaire à ce sujet. Vas-y. J'aimerais faire un commentaire, c'est une boutade, hein, c'est une citation. Quelqu'un a dit un jour que tout ce qui était inventé avant que vous ayez 20 ans fait partie du monde, c'est normal. Tout ce qui est inventé entre 20 et 30 ans, c'est génial, c'est excitant, vous pouvez faire votre carrière là-dedans, c'est super, il faut foncer. Tout ce qui est inventé après vos 40 ans, c'est très inquiétant, c'est contre nature, ça vous fait peur. Peut-être qu'une partie de la réponse est là. Et à 6 heures du soir, ils bossent. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Il y a une question là-haut à droite, s'il vous plaît. D'abord, monsieur. Merci. Une question pour les intervenants. Un grand merci pour le débat. On lit à l'écran santé personnalisée. On a beaucoup parlé de médecine prédictive et de l'usage des données et de cette formidable révolution numérique pour prédire des maladies ou la survenance de maladies et les risques qui sont associés. Et finalement, le débat illustre le paradigme de pathogenèse dans lequel on est. Et finalement, on vise un système, un business de la maladie aussi. Ma question est de savoir si cette révolution numérique, ces formidables développements, ne sont pas aussi à utiliser dans une PPS, dans une prévention et une promotion de la santé, de manière beaucoup plus active, puisque ces données, finalement, nous permettront aussi d'analyser les drivers d'une santé, d'une population jeune en particulier à venir. Qui veut prendre? Je pense que c'est fondamental, c'est ambivalent pour nous parce que ça nous fait peur. On a parlé de peur tout à l'heure. Quand on commence à avoir des grandes cohortes de personnes saines ou malades, et puis qu'on commence à avoir des lignes qui nous disent, par exemple, si on fait de la génétique, si tout d'un coup on a beaucoup de personnes qui ont une mutation, et puis qu'on se dit, ouh là là, ça va coûter très cher. Alors c'est vrai qu'aux décideurs politiques, pour les décideurs politiques, c'est compliqué. Mais on a d'autres solutions. On travaille maintenant avec une équipe, ils sont ici dans la salle, qui nous aide sur des questions assez intéressantes et motivantes de géolocalisation. Donc on peut, à partir de données qui sont des données qu'on a, que vous donnez, qu'on a au niveau fédéral, qu'on a à tous les niveaux, communal, fédéral et autres, qui sont pas des datas personnelles au sens qui ont été définis aujourd'hui, mais des datas qu'on pense pas être personnelles, mais qui le sont un peu. Et puis on met ces différentes couches, on regarde la région, on regarde les échantillons de population, et là, ça nous permettra d'être un tout petit peu plus prédictif peut-être sur des populations à cibler par rapport à des efforts de prévention et de promotion. Et je pense que là, alors il y a des vrais développements, on en est au balbutiement, mais là ça vaut la peine d'investir. Cette médecine prédictive, elle va être compliquée, on peut pas tout faire en même temps, mais en tout cas au niveau de la santé publique, on s'en préoccupe et on s'en réjouit parce que c'est vrai qu'en plus c'est assez excitant parce qu'on découvre des choses à travers cette question de la géolocalisation qui nous conforte dans certaines pensées qu'on avait en termes de prévention et de promotion, et puis d'autres qui nous provoquent complètement en nous disant mais on doit réfléchir différemment. Le service de la santé publique actuellement travaille sur une prévention et une promotion de la santé qui va être beaucoup plus près des personnes et beaucoup moins et qui va s'éloigner des grands principes d'une top-down, d'une confédération, d'un OMS, d'une confédération, et puis d'un service comme nous qui donnons finalement des axes stratégiques, des piliers, des choses comme ça. On va interpeller les gens dans les quartiers, là où on aura peut-être identifié des problèmes en lien avec l'indice de masse corporelle ou la consommation de tabac ou autre, puis on les interpellera, mais pas en leur disant ce qu'ils doivent faire. Je suis assez d'accord sur le principe que des fois c'est compliqué de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais plutôt, dans le fond, de les stimuler à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ça existe déjà. Là, on a des fois un peu de retard avec les anglo-saxons ou même les Canadiens, où ils ont mis en place, dans certains quartiers de Montréal et autres, des sortes de forums citoyens où les gens travaillent ensemble à trouver des solutions qui sont utiles pour le quartier, pour les problèmes qu'il y a dans le quartier. Oui, ça pose une question connexe. Ça, c'est intéressant. C'est de la responsabilisation, le fait de pouvoir prédire ou prévoir des maladies. On met la responsabilité quelque part sur les gens, sur leur devoir quelque part de gérer ça. Et moi je me demande, est-ce que cette responsabilisation, elle n'est
pas parfois peut-être simplement trop lourdes à porter? C'est comme de dire manger bio, mais si on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent pour manger bio, parce que les légumes bio sont plus chers, c'est bien joli. Qu'est-ce que vous en pensez, Samia? En 1969, un philosophe politique qui s'appelait Berlin, à l'époque c'était un petit peu exemplaire, a décrit deux versions de la liberté. On parle beaucoup de liberté quand on parle de santé et de santé publique. Dans sa version des choses, dans les deux versions de la liberté, l'une d'entre elles, c'est celle qui consiste à ne pas être entravé, à pouvoir faire ce que nous voulons. C'est à ça qu'on pense en général quand on pense à la liberté. Mais il y a une autre part de liberté à laquelle il faut penser aussi, et c'est celle d'avoir la possibilité de faire ce que nous voulons. Pas seulement l'absence de barrières, mais il faut des routes. Il ne faut pas juste qu'il n'y ait pas d'obstacles, il faut qu'il y ait le moyen d'aller là où on veut aller. Et dans la santé, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai qu'il y a une part de responsabilité individuelle, je ne veux pas la nier ici, elle est importante, la santé publique a son importance, le comportement et les choix individuels ont leur importance, mais il y a toutes sortes de choses qui échappent à notre contrôle, qui formatent nos vies et qui ont un effet sur notre santé, qui a même un effet sur nos choix. Si on bouge plus ou moins, c'est peut-être aussi parce qu'on a plus ou moins la possibilité dans l'environnement largement construit dans lequel on vit, de bouger plus ou moins. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a démocratiquement décidé, par où passaient les routes, les pistes cyclables, les escaliers, etc. C'est forcément top-down, ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui décide, mais ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui aurait pu aussi choisir autrement. Si la santé avait été sur son radar, peut-être qu'il aurait choisi autrement. Donc ça, c'est une part qui est importante également. Et le danger, quand on parle de responsabilité pour la santé, c'est qu'on oublie cette deuxième portion. C'est qu'on pense qu'il ne s'agit que de choix individuels. Et bien sûr, si on m'exhorte de faire des choix sains dans un environnement qui m'entrave à tous les coins, eh bien, je vais simplement me sentir coupable. Et puis, d'autres, peut-être, se sentiront moins coupables, mais ce ne sera pas nécessairement vrai. Merci. Je vais prendre les deux dernières questions, peut-être en même temps, parce que le temps avance. Rapidement, monsieur derrière, ensuite madame devant. Merci. J'ai une question pour le professeur Trono. En fait, on a dit ce soir qu'on peut, pour une personne, pour moins de 1000 francs, avoir un séquençage de son génome. Mais vous avez dit qu'en fait, là, on n'aura que des données. Après, il faudra les analyser. Et la dernière chose, c'est que même une fois les données analysées, à l'état actuel, on peut interpréter que 1-2% avec certitude. Donc c'est une question très simple. Selon vous, quelle est l'échelle temporelle dans laquelle on pourra concrètement profiter de ces technologies, de ces analyses? Des décennies, des années? Non, si on le fait tout de suite, plus on le fait, plus on va apprendre vite et on peut apprendre aussi. Si je séquence mon génome aujourd'hui, on ne va pas apprendre grand-chose. De toute façon, mon futur est un peu derrière moi. Mais par contre, si dans 5 ans, on apprend quelque chose grâce à l'analyse de beaucoup de génomes et la corrélation avec l'état de santé de beaucoup de gens, on peut revenir à mon génome et me dire, dis donc, Trono, il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça si jamais ça vous intéresse, etc., etc. Donc c'est en fait, plus on le fait et plus on le fait vite, plus le retour sur investissement va être grand. Je dis souvent que je verrais bien la Suisse devenir le premier pays où le séquençage du génome est systématique et remboursé par l'assurance de base. Pourquoi? D'abord, ça permet de poser toutes les questions qu'on a posées ce soir. Ça nous oblige à nous les poser. C'est pas pour le faire, mais c'est pour nous obliger à les poser et à donc décider de ces lois, etc., qui font ou au moins à essayer de décider de lois qui nous rendent confortables par la chose. Et puis aussi, c'est parce que, finalement, c'est en analysant des génomes, en examinant l'état de santé des gens, qu'on va de plus en plus tirer la substantifique moelle qui est dans cette ressource qui, pour l'instant, nous échappe dans sa grande majorité. Merci. Moi, j'aimerais remercier tous les interlocuteurs et la Fondation Lénart pour ce merveilleux débat qui nous apprend beaucoup de choses. On apprend que la médecine prédictive va loin, de plus en plus loin, et qu'on saura beaucoup plus de choses au niveau de la prévention. Et aujourd'hui, on a vu personne des assurances. Et ça me paraît un des acteurs fondamentaux. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les assurances à tout cela et pour, par exemple, demander aux assurances d'inciter davantage par des mesures, par des bonus, les gens à faire mieux? Je me tourne vers celui qui est peut-être plus à même de répondre à cette question. Alors, c'est vrai que je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça. J'aurais préféré vous poser la question en disant est-ce qu'on pourrait poser la question à l'assureur? Ce serait plus facile pour nous. Il y a trop d'assureurs, c'est trop compliqué. Donc,
probablement à l'heure actuelle que c'est un partenaire qui est encore méconnu. Sur ces questions, c'est encore très très difficile de parler avec eux. La tendance, c'est plutôt un peu l'inquiétude de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pourraient faire de ces données. Hein, on l'a entendu aujourd'hui. C'est pas banal, hein, ce qui a été. Je veux dire, c'est pas une vraie décision. C'est une décision d'une chambre qui dit quoi, d'une commission dans une chambre qui est en majorité pour finalement que ces données génétiques soient transmissibles à l'assureur, si vous voulez. Donc c'est une première décision. Il y a toujours une première décision à un moment donné. Alors est-ce qu'elle va être concrétisée à un moment donné par un vote des chambres fédérales? Moi, ça, j'en sais encore rien. Mais c'est toujours des petits pas et des petits pas. Donc oui, il faut s'en inquiéter. Peut-être qu'ils sont quand même là dans la salle puis qu'ils se taisent. Hein. Je ne le sais pas. En tout cas, là, je reconnais pas les gens comme ça. Mais disons, c'est trop difficile. On n'est pas encore tout à fait prêt. Non, mais il y a encore une grosse inconnue, c'est que aux États-Unis, il y a déjà des assurances nouvelles. Oscar à New York, Amazon vient de se lancer, et je pense que Migros va se lancer chez nous. C'est un scoop là. Je pense qu'en moins de 2 ans, ils sont sur le chantier, et eux, ils vont arriver comme ça. Ils savent déjà ce que vous mangez. Hein. Non, ils vont arriver. Ouais, ils ont déjà la carte Cumulus, c'est déjà bien parti pour eux. Mais surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver avec des algorithmes. Oscar, par exemple, c'est une énorme assurance aux États-Unis. Ils sont 65 à travailler dedans. Si vous allez au groupe mutuel à Martigny, il y a encore 3 téléphonistes à la réception. Des trucs de fou, vous voyez. Donc, je crois qu'on est très, très en retard au niveau des assurances en Suisse. Et nous, on est en retard par rapport au timing. Je crois qu'il est temps de conclure ce débat. Avant ça, on voit une petite conclusion. On voit que ce domaine, cette thématique suscite beaucoup de questions. J'espère que vous trouverez certaines réponses sur le site santéperso.ch que je vous encourage vraiment à aller visiter. Il y a aussi même un module qui vous permet de poser des questions en direct. Cette initiative est celle de la Fondation Lennart, qui est locale, lémanique. On a parlé ici d'un problème global, mondial, bien sûr, qui va en plus durer dans le temps. Mais j'aimerais vous entendre, ce sera le take-home message, comme on dit, bref si possible, puisque le temps avance très vite, sur quel est le prochain enjeu pour chacun de vous dans vos domaines de spécialité respectifs. Quel est le tout prochain enjeu ici, en Suisse romande, pour vous? Pour moi, c'est convaincre les gens de s'exprimer et de participer au débat. Convaincre, parce que ça a été dit, il manque toute une partie de la population qui sont, si j'ai bien compris, les jeunes, hein, les mêmes assez jeunes. Donc il faut les convaincre de s'exprimer et puis les écouter et puis construire l'avenir de ces paroles-là. En tout cas, pour moi, c'est important. Non, mais elle m'a irrité tout à l'heure et je crois que je vais essayer de répondre à cette question par un nouveau livre sur comment la technologie va baisser les coûts. On se réjouit de le lire. Pour moi, l'enjeu le plus important, peut-être encore plus que de convaincre les gens de participer au débat, c'est de leur donner les moyens de reprendre leur part de contrôle. Ici, on est en train de parler, en fait, de démocratie. On est en train de parler de quelque chose pour lequel on a une certaine expérience. Alors, de nouveau, on n'est pas les seuls, ni peut-être même les meilleurs, mais on a une certaine expérience. Et il s'agit de mettre dans ce domaine, ce nouveau domaine transnational, technique, bizarre, nouveau, quelque chose que, par ailleurs, on sait un tout petit peu faire quand même. Mais ce n'est pas évident. Et comme dans une vraie démocratie, il y a beaucoup d'absentéisme, ce n'est pas obligatoire que tout le monde participe, mais on peut. Et ça change la donne. Oui, je pense effectivement que la science et la technique sont toutes deux très compliquées. J'en comprends qu'une toute petite partie. Mais les questions qu'on doit se poser, en fait, elles ne sont pas compliquées. Et n'importe qui peut avoir un avis tout à fait pertinent. C'est le petit garçon qui dit que l'empereur n'a pas d'habit. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin, plus que de connaissances technologiques extraordinaires. Et c'est pour ça que des sessions comme celle de ce soir sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on aimerait que la discussion, le débat soit sur la table de tout un chacun dans nos sociétés. La voix des patients en dernier. Je lirai le prochain livre de Xavier Comtesse, exceptionnellement. Et puis, sinon, pour la FRC, avec nos partenaires, justement, Fédération Organisation des Patients, moi, je vois comme défi de développer justement un outil pour renforcer cette expertise citoyenne. Donc, comment on rassemble les gens, comment on collecte, comment on met les gens ensemble, en fait, pour
ce que vient de dire le médecin cantonal, finalement, pour avoir leur avis, pour dialoguer. C'est pas si simple, donc là, il faut qu'on renforce encore, qu'on développe un outil pour ça. Et puis, évidemment, sinon, c'est la base de la confiance, comme je l'ai dit avant, donc c'est les garde-fous. Mais là, c'est vraiment politique aussi de faire son bout de chemin. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos 5 panélistes de ce soir. Merci à vous.